Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Parcours Écrire. Voilà, c'est la première vidéo que je vais publier et je suis très enthousiaste de partager cet espace avec vous, cette idée, ce projet qui vient de prendre forme, qui vient de naître. Et c'est juste une chaîne pour qu'on puisse parler de littérature et surtout de création littéraire, misant surtout la pratique de la création littéraire par des non-francophones comme langue native, mais qui veulent écrire et développer leurs compétences en langue française. Mais voilà, on va arrêter de parler de ça et on va directement au sujet de cette vidéo. On va parler du dernier Goncourt. Alors, ça a été cette semaine, lundi dernier, je ne me rappelle pas exactement quel jour, je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça a été lundi dernier que le dernier Goncourt a été, le dernier prix Goncourt a été annoncé, a été octroyé par l'Académie Goncourt. Et voilà le titre, il s'appelle Ouris de Kamel Daoud. Il a été publié par Gallimard. Donc voilà, une couverture bien à la Gallimard. Il va y avoir un moment où je vais parler avec toi. Je vais te tutoyer, d'accord? Et toi aussi, tu peux me tutoyer. De mes impressions par rapport aux couvertures de livres en France. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je voudrais partager avec toi un peu de mes ressentis. Je suis en train de lire, je n'ai pas fini. Je viens de finir la première partie et voilà, et je me sens prêt à partager avec toi un peu sur cette lecture qui s'avère très tendue et très dense. C'est très dense. Donc, félicitations à Kamel Daoud qui a écrit ce livre parce que franchement, c'est un délice de tristesse de lire. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien cousu, c'est tellement bien construit. Et on va parler un peu de ces constructions maintenant, d'accord? Donc, on va commencer. Je vais vous lire un petit extrait d'ici. Ah, prépare-toi. Je vais raconter, peut-être même donner de petits spoilers, mais comme je vais traiter surtout du début du texte, ce ne sont pas forcément des spoilers qui vont gâcher ton expérience de lecture. Donc, ce que je vais te proposer en ce moment, c'est une lecture analytique. Dans quelques semaines, je vais sortir une vidéo qui va expliquer la différence entre lecture de plaisir et lecture analytique. Pour toi qui es en train de développer des compétences en écriture créative, je conseille vivement que tu développes des compétences en lecture analytique parce que qui dit écrire dit aussi lire. Et lire, ce n'est pas lire n'importe comment, c'est lire à partir de la lecture analytique. Et on va découvrir un peu sur la lecture analytique maintenant. Donc c'est parti. Ouris. Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en 10 ans en Algérie. Je cache l'histoire d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. Pour moi, ça commence fort. Ça, c'est une quatrième de couverture qui présente déjà un petit extrait qui est très bien choisi. La personne, elle s'identifie comme une preuve de la guerre, une guerre surtout qu'on essaye d'effacer. Et après, on a un petit extrait, un petit paragraphe, on va dire, ou deux petits paragraphes qui vont expliquer un peu plus sur ce qu'on va retrouver dans le bouquin. Aube est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d'indépendance qu'elle n'a pas vécue et oublier la guerre civile des années 1990 qu'elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps, une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Muette, elle rêve de retrouver sa voix. Donc ici, ça nous donne déjà des pièces qui sont fondamentales pour comprendre le début de l'histoire. Je pense même que ça pourrait être un gâchis, mais c'est comme ça.
Son histoire, elle ne peut la raconter qu'à la fille qu'elle porte dans son ventre. Voilà. Donc ici, on a déjà beaucoup de matière. Je ne vais même pas finir de lire. Je sais qu'elle a une cicatrice autour du cou et elle est enceinte. Et maintenant, on va explorer un peu cette histoire. Donc, c'est une écriture qui est pleine de poésie et elle fait toute cette poésie avec beaucoup de contrastes, beaucoup d'opposition. Par exemple, entre parler et être muet. Elle se place dans l'histoire comme elle a perdu sa voix. Voilà, donc elle est muette ou presque muette, comme elle même annonce dans son texte. Et elle fait l'opposition. Même elle parle dans cette première partie qu'elle a deux langues, une intérieure et une extérieure. Et elle fait beaucoup ce jeu entre parler et rester muet, entre exister et être effacé. Et là, on voit par exemple dans la question de ne pas pouvoir parler de cette guerre civile des années 1990, c'est une stratégie d'effacement de l'histoire à laquelle elle est une rescapée, elle est victime. Donc effacer cette histoire de la guerre civile, c'est aussi effacer son histoire. Laisser vivre et tuer, et oui, et là je suis en train de parler, voilà, attention spoiler, elle veut avorter. Elle veut avorter de ce bébé parce qu'elle ne se sent pas dans le droit, elle ne sent pas qu'elle a le vrai contexte pour enfanter d'un bébé qui va naître en Algérie, un pays qu'elle trouve extrêmement problématique en tant que femme, en tant que rescapée de la guerre civile, en tant que citoyenne de ce pays, mais aussi en tant que presque, pourquoi pas, tout court, une victime de leur religion. Juste pour donner une opposition, la cicatrice au cou, elle l'appelle sourire. Et plusieurs fois, elle le met entre guillemets parce que ce n'est pas forcément un sourire. Et parfois, elle l'appelle même un monstrueux sourire. Donc, c'est ce type d'opposition qui provoque le lecteur, qui donne une masse littéraire, un poids, un nœud dans la gorge quand on est en train de lire ça. C'est tellement beau, c'est tellement poétique, mais en même temps, c'est tellement triste. Donc, le lecteur... le récit, il est raconté en première personne par Aube quand elle a 26 ans, elle est enceinte et elle parle aussi en jeu, mais elle parle à un tu. Et ce tu, c'est le bébé qu'elle porte. Et ce bébé qu'elle porte, elle va avorter. Elle veut avorter. Je ne sais pas encore si elle va avorter, hein, mais elle dit tout le temps qu'elle va avorter ce bébé. Et c'est un dialogue qu'elle construit avec ce bébé. Elle essaye de nouer avec lui une relation familiale, mais avec une date de péremption parce qu'elle sait qu'elle va enlever ce bébé que parfois elle appelle même intrus. La plus grande métaphore, surtout de cette première partie, joue autour du silence et du parler. Elle-même n'a pas de voix parce qu'elle a été égorgée jusqu'à presque sa mort. Elle a une trachéostomie et elle ne peut pas parler. Et donc ça devient la métaphore centrale, je dirais, de cette première partie du livre qui va jouer entre les valeurs de parler, de ne pas parler aux ceux qui peuvent parler, aux ceux qui n'ont pas le droit de parler, elle en tant que femme, elle en tant que victime, elle en tant que marque, que cicatrice de la guerre civile. Et là, ça commence fort parce que même avant de commencer l'histoire, il y a déjà ce que Daoud écrit, c'est l'article 46, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000 DA, je suis désolé, je ne connais pas la devise algérienne, à 500 000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne, démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi ou tenir
ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Donc Daoud, ce qu'il fait, c'est il met la loi ici. Quand il met cette loi ici, il est en train d'établir un dialogue avec cette loi. Ça veut dire que toute l'histoire de cette guerre, elle a été effacée, socialement effacée. Et ce personnage, il a son passé, le trait qui le définit le plus est effacé. Comment ce personnage peut trouver sa place? En même temps, c'est une place délicate pour Daoud lui-même, parce que je ne sais pas s'il est algérien, mais s'il est algérien, il est en train d'enfreindre peut-être cette petite loi qu'il vient de mettre ici au début. Donc là, avant de commencer l'histoire, on a déjà un éclat bien fort sur la métaphore centrale entre le silence et le droit de parole. Voilà. Je vais lire avec toi juste la première partie, c'est un petit peu plus qu'une feuille, pour qu'on explore ensemble dans cette lecture analytique. Comme ça, tu vas comprendre à quoi elle sert et comment s'en servir, surtout si tu es en train d'écrire un livre. Donc, on y va. La nuit du 16 juin 2018, à Oran. Le vois-tu? Voilà, le texte commence comme ça. Le premier paragraphe, c'est « le vois-tu » et le « tu », on sait déjà, même avant de savoir que c'est en première personne, on sait déjà que le texte parle avec un « tu ». Donc, on peut hiérarchiser la façon dont ça s'est présenté et on peut comprendre que le dialogue, c'est un élément qui est extrêmement central dans la composition de ce récit. Je montre un grand sourire ininterrompu et je suis muette, ou presque. Pour me comprendre, on se penche vers moi très près, comme pour partager un secret ou une nuit complice. Il faut s'habituer à mon souffle qui semble toujours être le dernier, à ma présence gênante au début. S'accrocher à mes yeux, à la couleur rare or vert, comme le paradis. Tu vas presque croire, dans ton ignorance, qu'un homme invisible m'étouffe avec un foulard, mais tu ne dois pas paniquer. Dans la lumière, j'apparais comme une femme de taille élancée, exténuée, à peine vivante, et mon immense sourire figé ajoute au malaise de ceux qui me croisent. Ce sourire illimité, large, presque 17 centimètres, n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Il est un peu plus bas que le bas de mon visage et étire mes mots, mes phrases. Parfois, je le cache avec un foulard coloré. Le tissu, je le choisis toujours onéreux et rare. Je relève mes cols. Voilà. Donc, dans cette première partie, on ne connaît pas forcément le personnage, on connaît sa cicatrice. Donc, après le dialogue, la deuxième chose qui est la plus importante qui apparaît, c'est la cicatrice. Et là, c'est le moment de parler de son style. Daoud emploie ici un style pour écrire une histoire dans une sorte de littérature indiciaire ou littérature allusive. Ça veut dire que, au fur et à mesure de la lecture, l'auteur va te proposer plusieurs pièces de puzzle pour pouvoir composer un tableau. On va continuer. Ah oui, et tu vas voir ici aussi que dans cette petite lecture, il y aura déjà des indices. Par exemple, on a l'indice qu'il y a une personne avec qui le personnage principal parle. Le jeu parle à un tu. Le jeu a décrit de manière poétique le sourire autour de la gorge, mais il n'a pas dit que c'est une cicatrice. Donc, il nous a laissé des indices qu'il va clarifier plus tard. Donc, petit à petit, il va commencer à donner tous les éléments pour qu'on puisse composer l'histoire. On va continuer ici. Parlons, puisque l'occasion est inédite. Car oui, tu es l'événement que je n'ai jamais imaginé. Encore une fois, le « tu » ici, il apparaît pour renforcer le caractère du dialogue. Comment ce dialogue il est important. Il m'arrive du ciel, sur la tête, avec la précision d'une météorite sur le crâne, d'un prophète affligé. Bavardons, sans nous arrêter. Si je me retiens,
Je devrais t'ôter la vie sans cérémonie, crûment, presque dans l'insouciance, comme un boucher qui bâillerait sur la carcasse d'un mouton. Voilà. Dans cette phrase, c'est déjà une pluie d'indices. Il y a plusieurs indices. On va revoir ici un peu plus doucement. Si je me retiens, je devrais. Là, il utilise le futur pour indiquer que c'est un plan concret. Ce n'est pas une hypothèse. L'hypothèse, elle n'est pas exprimée par le temps du futur. Toi qui es francophone, qui parle français comme langue étrangère, il faut retenir ça dans la tête, que c'est le conditionnel présent qui va indiquer les hypothèses. Et ici, ce n'est pas « j'ai peur de d'ôter ta vie, d'enlever ta vie ». Là, c'est plutôt une promesse. Je vais ôter ta vie si je m'arrête maintenant. Sans cérémonie, crûment, presque dans l'insouciance, comme un boucher qui bâillerait. Un boucher qui bâillerait, là c'est le conditionnel présent, sur la carcasse d'un mouton. Voilà, le mouton, il va revenir aussi plusieurs fois dans le futur parce que ça fait référence au mythe, à la légende, je ne sais pas comment décrire, d'Ibrahim qui doit égorger son enfant et Dieu le dit, oh non, c'était juste pour tester ta foi et à la place d'égorger ton enfant, tu vas égorger ce mouton. Voilà, c'est égorger, c'est le mouton, c'est la cicatrice, c'est ne pas parler, c'est être vie, c'est être en vie, c'est être mort. Tout ça, c'est mis ça s'approche tellement dans le récit de Daoud, c'est tellement bien fait. Voilà. Pour finir, je veux dire fendre le sac qui te contraint où tu gigotes et laisser filer le peu de vie que tu as fini par amasser. Observe qu'ici, on est en train de parler du tu, d'expliquer un peu plus de tu. Maintenant, on sait qu'il s'agit d'un fœtus, qu'elle est enceinte. Mais quand j'ai commencé à lire, je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je me suis lancé et là, je me suis senti comme au milieu du brouillard, en train de récupérer de petites miettes d'informations, d'indices, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et tout est tellement bien mesuré. Si tu es en train d'écrire et que tu souhaites savoir comment donner des indices, comment mesurer la quantité d'indices, ça, ce livre, il va te donner forcément beaucoup de clés. Hein? On va continuer. Tu n'es pas en vie d'ailleurs médicalement, ni morte du point de vue de Dieu. Quant à moi, peut-être que j'ai déjà tué une âme innocente. Peut-être pas avec les mains, mais avec les paupières, en fermant les yeux. Ça, c'est un indice. C'est fort, c'est dur. Mais qu'est-ce que tu imagines quand tu penses à ça? En fermant les yeux, c'est en ignorant, en évitant de voir, c'est en être complaisant. Et c'est même pas encore ça. Ça, c'est un indice qui va revenir dans le récit plus tard pour qu'on comprenne ce qui se passe, pourquoi elle a tué quelqu'un avec ses paupières, comment ça s'est passé et quelle est la culpabilité qu'elle porte, qu'elle traîne dans toute sa vie. Voilà, je pense que j'ai déjà fait un bon début de discussion, une petite lecture analytique de cette œuvre de Kamel Daoud. Franchement, ça c'est un livre que ça m'a fait avoir de mauvais rêves pendant la nuit. Tellement c'est dense, tellement c'est dur comme histoire, mais c'est vraiment, vraiment un bijou. Une chose qui est importante, toi qui es étranger et qui écrit aussi, qui veut écrire un peu de ton histoire, mais tu ne sais pas comment exactement le faire, sache que c'est très important de penser à ton interlocuteur. Et là, Daoud, il fait ça, il pense à l'interlocuteur parce qu'il l'écrit à un public qui est français, ça c'est clair, pour moi c'est très clair, puisqu'il met le tu, mais le tu qui est le bébé, il est remplacé par le lecteur. À chaque fois que Aube dit « tu », je sens comme si elle était en train de parler à moi, comme si moi j'étais son fœtus, comme si ma vie était aussi au risque et péril. Et tout ça par la force de la construction de son récit.
C'est magnifiquement construit. Et ça, c'est la stratégie que Daoud a utilisée pour expliquer des traits sociaux, des traits historiques et des traits culturels et religieux de la société où Aube vit comme ça. Moi, par exemple, je suis étranger, je ne connais pas l'Algérie, je ne connais pas l'histoire de l'Algérie, je ne connais pas les enjeux religieux de ce pays, mais Aube, quand elle explique tout ça à son fœtus, à son bébé qu'elle porte, moi aussi je comprends. Donc, c'est une manière très, très, très réussite de pouvoir mettre tout le monde dans le même bain. Donc, merci Daoud pour cette sensibilité. Merci d'avoir pensé si clairement à la présence et au rôle du lecteur dans la construction du récit. Ça, c'est quelque chose que Bakhtin va parler beaucoup de la présence de l'interlocuteur et comment l'interlocuteur finit par être aussi une sorte de coproducteur du texte. Voilà, je pense que j'ai déjà dit tout ce que je voulais pour cette vidéo. Si tu es resté jusqu'ici avec moi, abonne-toi parce que à partir de maintenant, une fois par semaine, je vais libérer une vidéo où je vais partager avec toi une lecture analytique, des exercices d'écriture, des observations techniques et scientifiques autour de l'écriture. N'hésite pas à me suivre non plus dans les autres réseaux sociaux. Tu vas trouver les liens tous en bas. TikTok, Instagram, LinkedIn. Bientôt, je vais aussi lancer une newsletter où je vais mettre une seule fois par mois, un seul message par mois pour faire un petit récap de tout ce qui a été discuté pendant le mois, voilà, le dernier mois. Voilà, je pense que j'ai déjà épuisé le sujet d'aujourd'hui. Je reste ici et je t'attends dans le chemin. À bientôt.